Donc, depuis quelques semaines, on a investigué toutes sortes de thèmes, de la sortie du corps, les expériences aux frontières de la mort, le témoignage aussi de Fanny, témoignage de premier ordre sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et bien entendu, on pourrait continuer longtemps, mais avec le risque que ça devienne seulement de l'information. Donc aujourd'hui ou la semaine prochaine, et certainement après nos vacances, il va falloir que nous revenions à ce que nous pouvons expérimenter, au-delà de simplement les infos. Et si j'ai souhaité parler de ça, donc on a ce vaste thème de la métaphysique d'une part et de savoir ce que nous sommes réellement d'autre part, ça avait pour but de se décoller de notre évidence, parce que l'évidence, généralement, c'est je m'appelle comme ceci, comme cela, j'ai telle apparence physique, j'ai tel âge, j'ai tel job, et on traverse la vie avec des espèces d'œillères. Tout est banal et tout est évident finalement, et on fait comme si on était toujours éternel, et on est en fait dans une réalité conditionnée, commune au reste de la société. Et donc, il s'agissait pour moi qu'on se décolle de ça, et puis qu'on réalise que nous existons en dehors de cette réalité conditionnée. Donc peut-être avant que j'aille un peu plus loin dans ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, je voulais savoir en quoi ces informations vous ont été utiles ou inutiles, comme disait Sandra l'autre fois. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Quand on discute de ça, de gens qui sortent de leur corps ou qui font des expériences aux frontières de la mort, est-ce que c'est juste intéressant de le savoir, ou est-ce que ça vous est utile d'une façon ou d'une autre? C'est utile. C'est utile. En ce qui me concerne, c'est utile. Ça fait quoi? Ça me permet de me préparer à ce qui vient après, et puis de donner une autre dimension à l'existence et à ce qu'on fait ici. De ne pas avoir... Moi, si je me souviens de ce que j'ai appris de la vie, de la mort, etc., quand j'étais jeune, ou quand j'étais toute jeune, je veux dire, à quelque part, je pouvais qu'avoir peur de la mort, parce que voilà, c'était comme si c'était une longue vie plate, puis après, pouf, c'est fini, puis on nous enterre, et puis... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai reçu. Donc, ouais. Donc j'ai fait tout un chemin pour arriver à où j'en suis aujourd'hui. Et j'en suis très heureuse, parce que je trouvais que ça n'avait pas tellement de sens, en fait. C'est important pour moi de trouver un sens à ce qu'on fait ici. Ce qu'on peut accomplir, ou ce qu'on est censé accomplir, et puis voilà. Donc il y a cet élément de s'inscrire dans un tout, et puis d'être rassuré par rapport à ce qui vient. Donc, d'abord, je fais une petite parenthèse, j'ai pas demandé si c'était ok pour tout le monde qu'on enregistre. Oui, ça pose pas de problème. C'est pour les personnes qui sont absentes, qui le souhaitent, en tout cas, Isabelle. Ok, merci. La question, c'est, si je vais un peu plus loin, c'est que, alors ça t'est utile parce que ça élargit ta représentation du monde. Est-ce que ça change quelque chose après dans ton ressenti, dans ton vécu, ou c'est surtout une histoire d'avoir une représentation large? Non, c'est pas mental. C'est clair que si je médite, ça me permet de me connecter à autre chose. Ok. Et par exemple, ce que j'ai expérimenté, de la lumière en fait, et puis l'impression d'être dans une autre dimension. Ok. Donc le fait qu'on ouvre à travers le mental, mais qu'on ouvre les possibles, ça permet après d'expérimenter quelque chose de cet ordre-là. Okay. En tout cas, d'y donner un sens. Ouais. Ok. Pour moi. Ok. Moi, je trouve que ces discussions, ça éveille un peu à la sensibilité. Enfin, de se dire, justement, nous sortir de ce quotidien, puis de se dire qu'il n'y a pas que ça.
ça me pousse à être un peu plus à l'écoute. Enfin, Mhm. j'ai un peu là, des fois ça me... C'est pas que je découvre un nouveau monde, mais c'est comme si j'en étais pas suffisamment consciente. Du coup, ça me fait du bien une fois par semaine de me recentrer un peu par rapport à ça. Mhm. Puis après, durant la semaine, je me souviens des passages qu'on a discutés, puis ça me pousse à me concentrer un peu sur autre chose que mon train-train au quotidien. Mhm. J'ai l'impression. Mhm. Ça fait du bien, Ouais, déjà. ça dépoussière un peu notre vision un peu ordinaire. Hein. Ouais. Donc c'est bien, si après dans le quotidien tu sens que ça crée de l'ouverture, c'est chouette. Mhm. À la sensibilité. Ouais. Ouais, super. C'était aussi le but. Alors c'est bien, le but est atteint. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Oula. Oula. En fait, je disais à Nola tout à l'heure que l'univers il joue un petit peu avec moi en ce moment. Mais j'ai acheté ce livre il y a longtemps. Et en fait, il y a un moment donné, il s'est retrouvé. J'imagine que soit je l'ai pris, mais il s'est retrouvé par terre dans le lieu où j'utilise pour travailler ou pour lire ou des choses comme ça. Et en fait, c'est un livre tout à fait intéressant. Et c'était Comment sortir de son corps Magnifique. de Bernard Raquin. Et en fait, d'entrée, ça a été beaucoup plus facile avec nos discussions d'entrée dans le livre. Puis finalement, c'est un écrit assez qualitatif. Et il propose des exercices, puis j'en viens aux exercices parce que c'est très palpable. Et il y a un exercice de ramener son corps éthérique, et c'est vraiment de ramener, puis comme si il y avait des vagues. Je ne vais pas décrire l'exercice, mais j'ai fait ça, puis la première fois que j'ai fait ça, il y a tout un truc intérieur que j'ai senti. Et je ne sais plus pourquoi, mais à une cliente en Gestalt, je lui disais, parce qu'elle a des antennes partout, puis je lui dis, tu vois, tu peux ramener ton corps éthérique. Ouais, je ne sais plus comment je lui ai sorti ça pour que ce soit accessible, puis je faisais ça sur mes jambes à moi, et elle m'a dit, mais arrête, ça lui faisait un truc de fou sur ses jambes à elle. Donc voilà. Voilà ce que ça a fait. Petite expérience quantique, n'est-ce pas? Nous sommes non localisés en réalité. Nous croyons être limités à ce corps-ci, mais... Puis c'était marrant parce qu'à chaque fois, après on a joué un peu quoi. Et à chaque fois je faisais le geste comme ça lui faisait des frissons partout. Vous étiez bien connectés. Oui. Donc voilà. Très bon livre si jamais vous le trouvez. Alors c'est bien, est-ce qu'il y a un chapitre comment revenir dans son corps? Il le dit, il explique tout en fait. C'est le petit manuel de ne pas avoir peur et d'en profiter pleinement. Et de ne pas avoir peur et d'avoir des trucs pour revenir aussi. Ok. Super. Comment il s'appelle l'auteur? Raquin, Bernard. Mais il explique ça dans quel but? Dans le but de... Bonne question. Dans quelle intention en fait? Enfin, il pose quelle intention en voulant sortir de son corps, en expliquant comment sortir de son corps? C'est quoi la question? À quoi ça... lui, c'est juste un fait divers de sortir de son corps, c'est juste intéressant, c'est pratique, c'est pour faire quoi qu'on sort de son corps? Oui. C'est juste pour le fun? Non, c'est pour tout ce qu'on a parlé, puis de l'exploration, puis de se relier au divin et à la source. Ouais, il l'explique aussi assez bien, puis c'est un peu aussi dans... J'ai un peu entrecoupé les lectures, mais
c'est expliquer finalement qu'on a tous plus ou moins la capacité, puis que ce serait dommage de ne pas en profiter parce qu'on a peur, mais il le décrit, peut-être que je saute des choses parce que c'était vraiment, vraiment en lien avec tout ce dont on a discuté. Je le retrouvais dans le livre pendant que je le lisais, et il y avait des choses techniques et des choses plus expérimentées, mais pas scientifiquement, mais dans quelque chose d'expérimentiel et qui se retrouve chez plusieurs personnes, et qu'en même temps c'est pas si rare. Mhm. Ok. Super. C'est bien, ça met en lumière quelque chose dont j'avais envie de vous parler dans un instant. Mais d'abord, Mariana, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter? Ça rejoint beaucoup ce qu'on a déjà soulevé, mais effectivement, pour avoir vécu ou expérimenté des déplacements d'énergie, on dira, de se retrouver ailleurs et d'être tout, c'est... Moi, ça vient mettre des mots, quoi. Et des possibilités d'être guidé aussi, je trouve. Ça met en lien beaucoup de choses intuitives. Et à un niveau, que ce soit réalisation de ce qu'on est en train de faire ici, dans le sens, ou vraiment quelque chose de plus grand. On s'insère dans quelque chose de plus grand. Ou dans l'état du silence, en fait. Donc il y a ces deux vraiment d'entrer dans l'expérience, en fait. Ça facilite d'entrer dans l'expérience. Ouais. Donc ça donne en tout cas savoir que c'est... Enfin, moi j'avais la confiance que c'était complètement possible. C'est ni nouveau, ni curieux, ni intéressant. C'est de l'ordre du possible, c'est de l'ordre du normal presque. Quand j'entends ce genre d'expérience. Pour moi. Quelque chose qui me parle complètement. Ouais. Ok. Alors, ce qui m'a frappé dans ce que Fanny vient de dire, quand Lynn et moi, on te demandait, mais lui, son but, c'est quoi? Tu as dit que c'était pour entrer en lien avec le divin, pour retrouver la source. Et effectivement, il y a un peu cette question qu'on peut se poser. Si j'ai envie de sortir de mon corps, c'est pourquoi? Je veux aller où? Je veux en faire quoi? Finalement, l'aboutissement de la métaphysique, c'est de retourner là d'où tout vient. Donc il y a tous ces niveaux qui font partie de la multiplicité par opposition à l'unité. Il y a une diversité sur cette planète déjà qui est incroyable, mais il y a aussi le monde qu'on appelle souvent base astrale, enfin le monde où il y a des esprits, des fantômes, des gens qui sont des âmes errantes en quelque sorte. Puis vous avez des strates avec beaucoup plus d'intelligence, puis encore des strates avec des êtres très évolués qui ont un pouvoir de guérison, qui peuvent nous transmettre, nous l'enseigner. Mais tout cela, en quelque sorte, même si on remonte dans des niveaux de plus en plus lumineux et de plus en plus évolués, tout cela ne nous dit pas encore qui nous sommes. C'était aussi notre thème de ce trimestre. On n'a pas perdu ça de vue quand même. Et alors, je me suis dit que aujourd'hui, il fallait un peu évoquer un autre type d'expérience qui est: que se passe-t-il quand j'entre en contact avec ces plans supérieurs, mais avec mon corps?
pas après la mort ou pas comme Nicolas Fraisse. Quand réellement mon corps est le support d'une expérience. Et ça intéresse aussi beaucoup l'Institut des sciences noétiques. Il y en a plusieurs dans le monde de ces instituts. Et ce sont ces expériences de transformation intérieure qui s'accompagnent d'un soudain changement de conscience, généralement accompagné de beaucoup d'énergie. Pas toujours absolument, mais très souvent, ça s'accompagne de beaucoup d'énergie. Et cette énergie a un nom que j'hésite parfois à prononcer pour pas figer les choses, mais c'est pas grave. C'est l'énergie qu'on appelle la Kundalini. C'est l'énergie de révélation dans le corps qui est une sorte de programme dans le corps humain. Tiens, tu voulais que je parle de la Kundalini à la sadhana. En fait, on prend un peu d'avance. Merci qu'on puisse en bénéficier. Donc, c'est comme si dans le corps humain, il y a une sorte de programme de révélation interne qui est un autre fonctionnement de la physiologie. Donc du coup, mon support, il est en fait très corporel, mais très matériel, mais une matière qui va se mettre à vibrer sur une autre fréquence et qui va induire aussi... Est-ce que je vais aller dans les détails comme ça? Oui. Je m'arrête en route, ma faim nous l'a. Tête-toi un petit peu. Je me cache dans mon tapis. Le tapis roux. Bon, soit. Donc, les organes fonctionnent autrement, tout d'un coup. Donc on n'a plus faim. Ou alors on... Non, Anoula, tu te tais. Je m'auto-censure. Je m'auto-censure parce qu'il faut m'excuser. Parce que par expérience, parfois, il ne faut pas en dire trop. Donc forcément, tout ce qui est de l'ordre du réveil de cette énergie a été très très mal compris. Si on est témoin de ça, on peut avoir vraiment très peur, ou les gens autour de vous, ils vont probablement vouloir vous emmener à l'hôpital ou vous donner un calmant. Et la psychiatrie est pleine de gens qui ont traversé des épisodes comme ça, simplement leur conscience n'était pas prête à accueillir ça. Et donc en eux, ça a dévié. Cette puissance n'a pas pu être canalisée et être accueillie. Et il y a une partie de leur expérience qui est authentique, et celle-là, il faut la valoriser. Puis il y a une autre partie qui est l'interprétation du psychisme, de ça, qui fait qu'il n'y a pas la maturité pour comprendre ce qui est arrivé à la personne. Et généralement, en Occident, quand ça arrive aux gens, ils mettent un bon moment à comprendre ce qui leur est arrivé, alors que dans des cultures comme la culture indienne, c'est connu ces choses-là, c'est balisé, il y a des textes qui en parlent, il y a des enseignants qui peuvent nous accompagner là-dedans, donc c'est beaucoup plus sécure de vivre ça dans une culture comme la culture indienne, tandis qu'ici, on est très livré à soi-même. Enfin bref. Donc, ces manifestations de la Kundalini peuvent être très déroutantes, et il est très important de faire confiance et de s'y abandonner. Et c'est vraiment retrouver la source avec son propre corps. C'est-à-dire que ça va, à un moment donné, la conscience peut sortir du corps dans une expérience de Kundalini. Il y a des expériences où vraiment la conscience part. L'idée de cette Kundalini, c'est donc une énergie qui est à la base du corps et qui va remonter à travers le buste jusqu'à la tête, jusqu'au sommet de la tête, et éventuellement la conscience va quitter le corps. Et quand la conscience va quitter le corps,
l'expérience qui est faite ressemble en fait à ce que vivent les personnes aux frontières de la mort. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on va voir par exemple sa vie défiler. Ou alors tout d'un coup on va se mettre à voir des scènes inconnues d'autres époques dont on ne sait pas forcément tout à fait s'il s'agit de vie antérieure ou s'il s'agit de nous-mêmes en tant qu'esprit en train de traverser le temps et donc d'être témoins de différentes époques sans que ça soit forcément rapporté à nous en tant que personne. En tout cas, il peut y avoir la visite comme ça de différentes époques. Et quand l'expérience va vraiment jusqu'au bout, il va y avoir ce voyage qui jusqu'à un certain point ressemble au voyage des gens aux frontières de la mort. Et puis à un moment donné, ça va s'en différencier parce que c'est comme si à force de remonter dans des niveaux de plus en plus fins, de plus en plus éthérés, comme si on revenait à l'origine du temps, à un moment donné, on est catapulté dans ce qu'on va appeler la source, faute de mieux, et qui est la dimension de l'ultime. Il n'y a rien au-delà de ça. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement intense, mais quand on revient ensuite dans son corps, le corps garde la trace de cette intensité, ce qui fait que c'est très difficile pour le système nerveux. Et c'est pour ça que ce sont des énergies qu'on ne cherche pas à réveiller volontairement. On est content si ça s'éveille spontanément chez une personne qui a la capacité de gérer ça. Et le yoga est aussi une préparation pour calmer le système nerveux, rendre le système nerveux stable, pour être prêt à cette espèce d'énorme décharge électrique avec un voltage, un wattage vraiment énorme. Et quand il y a cette rencontre avec cette source, c'est la source de la vie dont nous sommes issus, ce dont tout procède, ce dont tout provient, et tout revient à cet endroit-là. Et pour les gens qui vivent ça, à ce moment-là, il y a la certitude absolue de ce que nous sommes vraiment. Et ce qu'on appelle la Kundalini, avec ses manifestations quand même assez sauvages, très souvent, en tout cas au début, après plus, mais pendant la montée, c'est quand même assez sauvage. Ça, c'est cette énergie de révélation. Donc c'est un tout petit peu différent. Mais par contre, on peut imaginer qu'un corps dans lequel cette énergie s'est réveillée a beaucoup plus de chances de pouvoir choisir après le moment de la mort. Parce que les canaux sont ouverts, parce que la conscience est ouverte. C'est comme si on avait tout d'un coup accès à une conscience cosmique. Enfin, on a accès à une conscience cosmique. Et donc du coup, il y a une sorte de foi absolue. C'est la certitude absolue de ce que nous sommes. Et ensuite, il y a le retour dans le corps. Alors forcément que la vie est quand même un peu différente. Et tous ceux qui reviennent après l'expérience de la vie, après la mort, de cette expérience de NDE, en fait, sont transformés. Ils changent leur vie, ils ne reprennent pas leur activité usuelle qu'ils ont toujours eue. C'est ça. Et ils consacrent leur existence à autre chose et à l'harmonisation des relations sur Terre, dans leur entourage et dans quelque chose de plus grand. Donc faire vibrer l'amour, en fait. C'est magnifique. Ouais. Effectivement, c'est la seule chose qui a encore du sens. Et ce qui va se passer, qui est aussi particulier, c'est que peut-être pour nous autres actuellement, il y a moi dans ma vie humaine, et
Puis, au cours du mardi, puis lors de divers séminaires et conférences et tout ça, on s'intéresse au monde subtil et on parle de métaphysique. Et peut-être de temps en temps, on ouvre la porte un bref instant, puis ça se referme. Et quand on revient après une expérience de transformation comme celle-là, la métaphysique, elle est ici. Et c'est ça le grand changement. C'est que c'est plus là-bas un truc à devenir, ou un truc à atteindre, ou un truc peut-être un jour j'aurai accès. Et on s'aperçoit que ça a toujours été là. Et donc, bizarrement, mais ça dépend chez qui. Il y a un peu des exceptions. Il peut y avoir des gens qui ont des sortes d'ouverture de Kundalini partielle et qui développent beaucoup de nostalgie de ça et qui veulent toujours revivre ça. Et ça, c'est problématique pour eux de vouloir toujours revivre ça. Parce qu'ils ont l'impression que tout le reste est fade. Donc ils ont eu suffisamment d'intensité pour vraiment avoir un goût de reviens-y. Et puis la vie ordinaire devient vraiment pesante parce qu'en comparaison de la porte qu'ils ont ouverte, c'est tellement plus grandiose que ils ont presque plus le goût d'être ici. Mais si le chemin de l'énergie se fait complètement et qu'on revient après, on est tellement comblé, les questions sont tellement répondues que ce qui est difficile, c'est le monde des humains, c'est d'être en contact avec les autres. Ça, c'est très difficile parce qu'on a vécu quelque chose qui est incompréhensible, on vibre sur un taux vibratoire très élevé et généralement on fait beaucoup de compromis pour revenir à une vie plus ordinaire, plus normale, pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc du coup, on va gentiment se reconditionner au moins suffisamment pour entrer en contact avec les autres. Parce que sinon, c'est vraiment très difficile, surtout en Occident. Bien sûr, quand vous vivez ça dans un pays asiatique, les gens ont cette intelligence de voir que vous avez eu accès à quelque chose de rare et de précieux, et ils s'empressent de vous dire mais restez dans cet état-là, on va construire une maison autour, on va vous amener à manger, vous allez juste nous enseigner de temps en temps. Et donc il y a cet encouragement pour que ces gens-là restent dans un état comme ça d'hyperconnexion. Mais très souvent, il va y avoir une forme de redescente. Mais le cœur est ouvert, comme il l'a peut-être jamais été. Il y a une sorte de mise à plat totale où on réalise qu'il n'y a aucune hiérarchie ni entre les êtres humains, ni entre les différents êtres vivants, que tout porte cette empreinte divine, et que donc on peut rien hiérarchiser. Et donc du coup, ça change beaucoup le psychisme, même si ça ne suffit pas toujours à tout régler, à tout évacuer. Souvent, après quelques mois, quand l'énergie se tasse, redescend, la personne elle a quand même un travail intérieur à faire. Au niveau psychique, au niveau de son ego, il y a quand même encore cette invitation à continuer à se libérer encore un petit bout plus loin dans notre humanité. Étant donné que cette présence métaphysique devient prégnante, c'est un nouveau regard qu'on pose sur les choses, où chaque chose qu'on voit est le miroir de cette source. Donc c'est sublime. Quoi que vous regardiez, un petit oiseau, une goutte d'eau, à chaque fois, on voit que c'est un fragment de cette splendeur qu'on avait aperçue lors de cette montée d'énergie. Et donc, tout devient précieux, tout devient très beau, et il y a donc un sentiment de grande intimité et de grande proximité avec tout ce qui vit, qui en sanskrit s'appelle samapati. Samapati, c'est l'équivalent du mot samadhi,
Un samadhi, c'est une absorption en soi-même très profonde, un état de méditation si profond qu'il en devient un état de révélation. Et Samapati, c'est vivre ça, mais à l'extérieur, où finalement tout l'univers parlait déjà un langage qu'on n'avait juste pas appris à entendre. Et soudainement, en regardant le ciel, les nuages, le regard de quelqu'un, il y a comme une sorte de langage où, disons, tout d'un coup, on a appris à entendre. Et on perçoit cette empreinte de la source en chaque chose. Et donc, étant donné que cette métaphysique qu'on cherchait ardemment, elle est présente en toute chose et sur cette terre, ça permet aussi de beaucoup se réconcilier avec le quotidien. Alors, il y a cette deuxième phase qui est comment est-ce que je vais incarner ça ? Comment est-ce que j'ai rencontré un amour immense ? Comment, comme tu disais, Lynn, par rapport aux gens qui ont fait des NDE, comment est-ce que je vais le rayonner autour de moi ? Et comment est-ce que je vais continuer à avoir cette beauté ? Et comment est-ce que je vais poser des actes qui préservent la planète, qui sont nobles ? Enfin, il y a une sorte de deuxième quête. Cette quête-là, elle est quelque part encore plus importante. Parfois, on met beaucoup l'accent sur le fait d'aller trouver cette source. Ok, c'est bien, super. Mais après, les choses ne font que commencer. Et donc, ce qu'on appelle l'illumination, ça n'est pas la montée de la Kundalini, ni même le fait d'entrer dans la source, même si c'est très illuminant en soi. Ce qu'on appelle l'illumination, c'est ce qu'on en fait après. Après la montée de la Kundalini. C'est-à-dire, quand je redeviens cet être humain. Limité. Hein ? Cet être humain limité, fini. Ouais, exactement. Présent sur Terre. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Comment je vais gérer ma communication avec les autres ? Quels actes je vais poser ? Comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins ? Quel comportement est juste à chaque moment ? Et donc du coup, on peut commencer par là aussi. Puis comme ça, on skip l'étape Kundalini. Étant donné qu'on va de toute façon y arriver après. Mais moi, ce qui change, c'est cette saveur, ce souvenir. Qui est plus qu'un souvenir, qui est d'avoir ouvert la porte de façon permanente vers une partie de la réalité, qui fait que tout est à la fois complètement ordinaire et complètement extraordinaire. Et en même temps, comme on a aussi réalisé que, ça j'ai pas mentionné, mais on réalise aussi, on se voit les uns dans les autres, étant donné qu'on voit la source en chaque chose, il y a, la conscience en nous va chercher à poser des actes qui ne causent pas de souffrance. Ça devient un des leitmotifs. Et ça n'est pas moral, ça n'est pas que moralement, éthiquement parlant, je choisis de me comporter comme ci, comme ça. C'est qu'il y a une sorte de réponse intérieure, une réponse de la conscience, où instantanément, quand on agit d'une certaine façon, il y a quelque chose en nous qui sait, ça c'était harmonieux, c'était donc conforme au dharma, ou j'ai posé un acte qui tout d'un coup est dissonant et qui est disharmonieux, et ça, j'ai une sorte d'effet boomerang et je le sais tout de suite. Je le sais tout de suite que là, j'étais dans la réactivité, j'ai été touchée dans mon ego, j'ai répondu un peu vite par ignorance. C'est comme si vous ne pouvez plus vous cacher. Il y a tellement de lumière qu'il n'y a plus une petite ombre pour aller se planquer quelque part, pour essayer d'échapper à la conscience. La conscience regarde tout, et puis la conscience, elle ne juge pas.
mais elle vous donne juste la sensation. Ça, c'était harmonieux par rapport aux forces de ce monde, ou ça l'était pas. Et quand c'est disharmonieux, il y a nécessairement quelque chose en vous qui va chercher à remettre de la fluidité et de l'harmonie, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que fondamentalement, nous sommes tellement intimement reliés que c'est un non-sens de faire du mal aux autres, ou de juger les autres, ou de les condamner, ou de leur causer du tort, d'aucune façon que ce soit. Ce qui fait qu'on se déplace dans la vie plus seulement en ayant mon point de vue personnel, moi, ma vie, ma carrière, mon intérêt, mes enfants, ma famille, mais quelque chose de beaucoup plus total. Sans s'oublier soi-même, ni sa famille, bien entendu, mais quelque chose qui cherche à sans cesse tisser du lien avec tout ce qui se présente, et que ça soit juste pour soi, pour la communauté dont on fait partie, peut-être aussi pour son pays, pour la planète, enfin. C'est comme si on sortait de préoccupations égocentriques pour entrer dans des préoccupations plus nobles pour tout ce qui est vie. Mais de nouveau, ça ne se passe pas parce qu'il y aurait un devoir, ou il n'y a pas un il faut. C'est automatique, parce que la conscience en nous qu'on a découverte dans cette expérience de montée d'énergie, étant donné qu'elle est en chaque chose, elle va vous pousser à poser des actes justes. Et même au-delà d'actes justes, des actes où vous êtes le canal pour quelque chose de plus élevé. Et ça, c'est tout ce travail d'intégration. Donc, vivre une grande expérience d'éveil de conscience, c'est super, je vous le souhaite, mais après, ça fait que commencer. Est-ce que quelque chose en vous ressent ça comme vrai ou comme juste? Ou est-ce que, éventuellement, c'est difficile à comprendre? Je pourrais aussi accepter ça, si c'est le cas. On est allé assez loin. Non, ça résonne. En tout cas, chez moi, ça résonne très fort. Et là, j'essaye de mettre le doigt sur sentir certaines réactions que j'ai eues dernièrement, voir si c'est juste une très grande sensibilité qui s'est développée avec ces petites prises de conscience au fil du chemin, en fait. Parce que quand tu disais poser des actes pour ne pas heurter les autres, ou il y a certains moments où on essaye d'être vraiment en adéquation avec tout ce qui nous entoure. Et tout d'un coup, même percevoir les autres autour de soi dans le jugement heurte, en fait. Mm-hmm. Et je me suis surprise l'autre jour à être extrêmement touchée, extrêmement heurtée par des propos très virulents, parce que ça venait... Ouais, c'était quelque chose qui avait énervé la personne, je conçois. Donc c'était les propos de l'autre qui Ouais. t'ont heurté. Ouais. Et c'était vraiment... Elle parlait encore de quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre. Ou ce que je vois beaucoup, c'est que j'ai l'impression, par exemple, voir une personne qui fume. Mhm. Oh là là, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens aussi que je vois avec des couches grises, je sais pas comment dire. Je les vois absorbés dans quelque chose, je sais pas comment dire. Je dis, ouh. Et en ce moment, alors j'essaie de sentir si c'est une hypersensibilité qui est en train de se redécouvrir, en fait. On a toujours, je pense qu'on a dès le départ, mais... Et du coup, ouais, j'essaie de voir si c'est en lien ou si c'est dissocié.
Mais en tout cas, là, dans ce que tu étais en train de nommer, c'est venu très fort. Ouais, se réveiller ça de nouveau en disant ah mais c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai senti que c'était pas juste. Autant je voyais la souffrance de la personne qui parlait, autant je voyais la souffrance de la personne qui recevait. C'est ça. Et ça, c'était dur. Ouais. Ouais, il y a des choses de cet ordre-là, en tout cas. Ouais. Et de voir que les deux sont en souffrance. Ouais. Parce que pas blâmer justement la personne qui est en train de... Je voyais qu'elle avait... C'était... Ouais. Oui, une forme de tristesse ou de souffrance. C'est une forme de réaction, justement. Donc ça reste pas trop en surface, en tout cas chez moi ça vient vraiment beaucoup vibrer. Oui. Alors après, il s'agit de prendre soin de cette sensibilité. Dans le processus que je décris, il y a quand même une bonne dose de détachement qui est là. Et qui fait que c'est peut-être un poil plus facile. Quoique, je retire ce que je viens de dire. Ça va peut-être heurter de la même façon d'être témoin d'une scène comme celle que tu décris. Mais la différence peut-être ça va être de le laisser glisser assez vite. Et d'être disponible l'instant d'après pour une autre expérience qui vient. Donc de ne pas accumuler, de ne pas solidifier les choses en nous. Mais sur le moment, bien sûr c'est très bouleversant, puis c'est important aussi de garder cette sensibilité-là. Simplement, il faut la gérer. Donc, plus on est sensible, plus il faut être capable de lâcher, de se détacher, de se réparer intérieurement, d'émaner de la compassion pour les deux personnes qui sont là, en émettant le souhait qu'il y ait d'autres présences peut-être invisibles qui prennent soin de chacune de ces deux personnes. Et puis, c'est aussi pour moi, quand je suis témoin d'une scène comme ça, ou quand j'en vis une moi-même, à chaque fois je me dis, mon Dieu, je pose le vœu de ne pas infliger ça à quelqu'un. Chaque fois se rappelle, ça cause tellement de souffrance. Pour la personne qui est en train de juger, mais elle ne se rend pas compte, mais elle est en train de se faire du mal à elle-même, parce que c'est terrible d'avoir l'esprit et les émotions pleines de jugement, mais on n'est pas bien soi-même, vous êtes d'accord? Donc, déjà, la personne qui juge, elle n'est pas bien, puis en plus, elle rajoute une couche. Et puis, sentir ce que ça cause chez l'autre, c'est aussi à chaque fois une sorte de... C'est ça l'idéal du bodhisattva. Chez les bouddhistes, le bodhisattva, c'est celui qui, en quelque sorte, est monté jusqu'aux portes de cette source, ou qui est entré dedans, et qui revient sur la terre et qui pose vraiment le vœu d'emmener tout le monde avec lui. De dire, moi, je ne veux pas d'un salut personnel, ça ne m'intéresse pas de retrouver ma maison si les autres êtres humains sont toujours souffrants. Donc, c'est comme si ça nous amenait à reposer ce vœu du bodhisattva, qui est un vœu de l'âme. C'est de nouveau pas mental ou moral. C'est l'âme qui dit « J'aspire à ne pas, par mes propres jugements, causer une souffrance comme celle que je vois. » Et donc, ça nous rappelle comme c'est important, parce qu'on doit se surveiller, parce qu'on retombe vite. Hein. Nous aussi, si on ne fait pas attention, si on ne pratique pas, si on ne reste pas vigilant, il y a des choses qui vont nous irriter ou qu'on va avoir envie de rejeter. Donc ça devient une vraie pratique de rester en affection pour les êtres sans pour autant se trahir ou se compromettre ou faire le tapis qui subit tout. Hein. On reste dans sa vérité. Mais on trouve une façon de le faire qui ne heurte pas. Ça, c'est ça, l'art. Je peux te poser une question? On se rapproche de ça, oui. Si j'ai bien écouté tout ce que tu as dit, c'est donc que cette montée de Kundalini, c'est quelque chose qui se manifeste sans qu'on l'ait souhaité.
Il y a des pratiques aussi. Voilà, on peut le préparer, on va dire. Voilà. Oui, il y a des gens qui cherchent volontairement à éveiller la Kundalini. Et Je ne peux pas dire que je recommande. dans quelle situation, en fait, pour les personnes qui ne cherchent pas forcément à faire des pratiques qui vont dans ce sens, quelles sont les... pas dire les personnes, mais pour quel motif, en fait, une personne serait choisie comme ça? Ça provient de quoi? Quel est le dénominateur commun? C'est déjà l'ouverture de conscience, en fait, ou bien? C'est la pureté de cœur. Mhm. Ou la pureté d'âme. Ça arrive aux gens qui sont suffisamment simples. Si on est trop complexe intellectuellement, c'est un obstacle. Donc simplicité, pureté. Oui, simplicité dans le sens clarté. Si on est clair, si la personne est claire avec elle-même ou avec le monde. Simplicité, Oui, ça peut être oui. péjoratif dans le sens Alors là, c'est quelqu'un qui est positif. simplet. Non. Alors là, c'est dans le sens positif. Quelqu'un qui, effectivement, qui a cette clarté, qui n'a pas besoin de beaucoup analyser, de beaucoup interpréter. Ça arrive aussi aux gens qui ont la foi, parce qu'il y a une sorte de confiance et d'ouverture pour cette dimension-là. Ça arrive assez volontiers aux gens de la terre, justement, qui sont très connectés avec la nature. Pas tous, pas tous les paysans nécessairement, bien entendu, peuvent s'ouvrir à ça. Hein. Parfois, leur monde est juste l'inverse, mais il y en a certains qui ont cette connexion qui est là. Et je dirais que l'ingrédient, vraiment, le plus important, le combustible numéro 1, c'est votre aspiration à savoir qui vous êtes, et votre aspiration à retourner à la maison. Donc, typiquement, les gens qui ont du Weltschmerz, qui sont pas tout à fait bien dans cette société, dans ce monde, qui sont un peu mal à l'aise par rapport à leur incarnation, qui ont l'impression qu'il y a plus à découvrir que ce que la société leur propose, ce qui peut être très douloureux pendant les années avant que cette soif soit comblée. Ces gens-là vont plus facilement percer. Donc c'est vraiment l'aspiration qui est le moteur. Si on aspire simplement au bien-être, à juste se sentir bien, à ne pas souffrir, à juste fonctionner un peu mieux, il y a peu de chances que ça se produise. Parce que dans la soif, dans l'aspiration à savoir qui on est, c'est comme si c'était la source elle-même qui le désirait en nous. Ça nous propulse.